problèmes très très lointains qui ont impacté. Ah oui, absolument, oui, oui, oui. C'est comme j'en parlais du coup avec un professionnel. En fait, quand on dit il lui manque une case, en fait, c'est pas genre il est fou. C'est qu'en fait, quand on se construit, quand on est jeune, enfant, ado et tout, on construit sa personnalité, on construit son psyché. Et on emboîte comme ça des cases. Comme on construit un mur avec des briques, on emboîte des cases les unes après les autres. Et parfois, des traumatismes, des névroses, des événements de la vie font que, à ce moment-là, on a oublié de mettre une case. Donc une fois quand le mur est érigé à l'âge adulte et qu'il manque plusieurs cases à ton mur, plusieurs briques, le mur ne peut pas être aussi stable qu'un mur qui est complètement embriqué. Donc c'est pour ça qu'on dit il manque une case, en fait c'est qu'il y a quelque chose qui a influé et qui a posé problème dans le psyché. Ouais, il faut être aveugle pour pas le voir, oui, grave. Puis après, il y avait toujours la tradition de la page blanche. Allez, on recommence à zéro, on oublie tout. Ça, souvent. Châtel, c'était pareil, au moment où on a aménagé à Châtel, c'était absolument pas prévu. En fait, une fois, elle avait fait une story ou une publication en disant qu'on n'était plus ensemble. C'était à Bâtilly. Et à ce moment-là, ça avait foutu un ramdam sur les réseaux, et je lui ai dit, pourquoi t'as annoncé ça sur les réseaux, machin, ouais, parce que maintenant, je veux que tout le monde le sache, que je t'ai quitté, après tout ce que tu m'as fait, machin, et tout ça, et puis de toute façon, t'es vu comme le mec parfait, et tout. Et à la suite de ça, j'avais fait la vidéo où j'avais parlé de mes mensonges. Et ça avait calmé les choses, et puis on était censé normalement déménager, trouver une maison chacun de notre côté, etc. C'est au moment du divorce, justement, du vrai divorce. Et là, elle tombe sur l'annonce de Châtel et elle me dit: oh, t'as vu j'ai toujours rêvé d'une maison comme ça, c'est un grand château. T'imagines les gens ce qu'ils se disent si on habite là-dedans et tout, waouh, incroyable et blabla et tout ça, tu vois. Et je lui avais dit: mais je croyais qu'on était censé se séparer. Elle me dit: ouais, mais on va peut-être pouvoir, tu vois, si on repart à zéro dans cette maison, on oublie tout ce qui s'est passé, et finalement, bah voilà, ça ira mieux, et puis je suis prête à aller de l'avant, et si tu fais des efforts, et si tu fais des efforts, et si tu fais des efforts là-dessus, et si tu fais des efforts là-dessus, et là-dessus, et là-dessus, et là-dessus. Donc moi, bah j'étais volontaire, j'ai dit oui, bah d'accord, ok, allez, on y va. On prend le château, et j'ai appris seulement à la séparation qu'en fait, le jour de l'emménagement, elle était déjà en train de fricoter avec quelqu'un du coin. Ouais, le vrai divorce, ouais, quelqu'un du coin. Et que Marion était parfaitement au courant, hein. Sa copine était parfaitement au courant et l'a caché, tu vois. Mais ça, je l'ai su qu'à la séparation. Donc en fait, le nouveau départ, la page blanche, c'était juste une illusion. Châtel, c'était pour se rapprocher de ce nouveau mec? Non, non, pas du tout, non. Tu nous as énervé les veuves. Bah oui, ça plaît pas qu'on va pas dans leur sens, c'est sûr. Après, moi, je raconte mon ressenti et mon expérience. Et ce que moi j'ai vécu, j'ai quand même le droit de parler de ma vie, merde. Je pense que je suis quand même le mieux placé pour parler de ma propre vie et de mes propres expériences et mon propre vécu, quand même, hein. C'est pas elles qui vont raconter ma vie, hein. Ouais, elle raconte ma vie à ma place. Bah, quand le bouquin sortira, au moins, mon point de vue sera bien lu. Ah, sûr que le bouquin, il va pas plaire à certaines, hein. Après, comme j'ai dit, hein, dans le bouquin, je vais être clair aussi sur ce que moi j'ai fait, hein. Des conneries, j'en ai fait aussi, hein. Ah oui, j'ai pas trompé, machin et tout, mais j'en ai fait, hein. C'est quand tu mens et tout, t'as intérêt à cacher beaucoup de choses, tu vois. Attirant que ce sont des mythos. Oui, des histoires leur auraient été contées aussi, hein. Oui, oui, grave. Ça m'est arrivé de voir des choses sur Twitter, je sais très bien d'où ça vient, et c'est totalement modifié ou raconté à sa manière, et nanani, hein. Même des dates d'audience, après, je ne sais si elles sont vraies ou pas. Bah, les audiences, pourquoi pour la garde? Il n'y en a pas eu 50 000, hein, des dates d'audience pour la garde, hein. Le truc, c'est que j'ai saisi, mon avocate a saisi le juge des affaires familiales en référé. Vu le dossier, bah, ça peut être refusé, hein. Le juge des affaires familiales peut refuser un référé. Donc j'avais saisi en référé pour que ça soit traité immédiatement. On a eu une audience, je crois, en avril, quelque chose comme ça. En avril, la juge des affaires familiales, du coup, nous a entendus tous les deux, avec nos avocats, etc. Donc, comme je l'ai dit, hein, le seul truc qui m'a été reproché dans cette histoire, à part des trucs loufoques comme je me drogue avec de l'essence à Zippo et je mets une casserole sur la tête de ma fille pour l'humilier, il n'y avait rien du tout qui m'était reproché. La juge des affaires familiales a décidé de mandater une enquête sociale. Donc une dame qui vient chez nous et puis de l'autre côté aussi. Cette dame est venue une première fois chez nous parce que la Maïva n'était pas dispo. On a discuté, on lui a exposé les faits, on lui a montré les preuves, les machins, etc. Blabla et tout. On lui a tout montré. On lui a montré tout ça. Et à ce moment-là, elle nous a dit: mais si ce que vous dites est vrai, c'est fou.
Et au moment où elle est partie, Laura lui a dit, regardez-moi bien, vous verrez que quand vous irez la voir, vous changerez totalement d'avis. Vous allez changer d'avis sur nous et tout ça, même s'il n'y a aucune preuve contre nous, qu'il n'y a rien du tout, qu'on nous reproche à part le déménagement, d'habiter à 50 minutes de l'école, il n'y a rien, voilà. Et du coup, l'autre, elle fait son taf et tout, elle rencontre les enfants, machin et tout, et ensuite, elle appelle les proches. Cette dame devait appeler des proches, donc on devait donner les coordonnées de certains proches. Donc moi, il y avait ma mère, il y avait Geoffrey, deux, trois personnes, la mère de Laura, je crois, des trucs comme ça. Et ça, c'était, on devait avoir le rapport, non, le rapport, on était censé l'avoir pour maximum fin août, tu vois. Et en fait, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la meuf, elle a appelé Geoffrey, et elle parlait de moi à Geoffrey, et elle lui a dit, est-ce que vous pensez que votre ami Adrien est capable de devenir extrêmement violent envers Madame Frossard s'il n'obtient pas la garde des enfants? Est-ce que vous pensez qu'il est capable de sortir de ses gonds et lui faire du mal? Et Geoffrey, il a dit, non, je connais Adrien, c'est pas du tout le genre à s'énerver comme ça, c'est pas le genre à taper sur les gens, encore moins. Il dit, je sais pas d'où vous sortez ça, mais non, absolument pas. Ma mère, elle m'a dit qu'elle avait eu la sensation de ne pas être écoutée, que la meuf, en fait, elle avait déjà fait son choix. Et à ce moment-là, bah, cette dame m'appelle, avant l'audience de fin août, et elle me dit, voilà, j'ai fait mon rapport, et en toute transparence, bah, je vous explique ce que j'ai retenu dans mon rapport. Et dans son rapport, en gros, elle explique que n'a décelé ni chez moi, ni chez leur mère, de problèmes profonds ou de trucs machin. Et là, je lui dis, mais comment c'est possible? Vous avez vu mon dossier, je vous ai donné le dossier de mon avocate avec toutes les preuves dedans, les tentatives de suicide, les SMS, tout ce qu'elle me disait par message. Je lui dis, je vous ai tout montré, tout dit, tout expliqué. Comment c'est possible que pour vous, tout va bien? J'ai même leur couple est bancal, les enfants vivent dans un environnement malsain, etc. Et là, elle me dit, je ne suis pas une enquêtrice et je ne suis pas là pour lire des dossiers ou des documents, je ne m'arrête qu'à ce que je vois. Elle dit, je vais pas aller fouiller la vie de chacun. Moi, je vais chez quelqu'un, je vois comment ça se passe chez cette personne, j'observe, je vois que ça se passe bien, que les enfants vont bien, machin. C'est tout. Elle dit, voilà. Maintenant, vu que madame habite plus près de l'école que vous, pour moi, ma recommandation, c'est que madame ait la garde. Et là, à ce moment-là, Laura, elle arrive dans le bureau et elle me dit, il se passe quoi? Parce que moi, je commence à chialer. Et je lui dis, ils veulent lui donner la garde. Elle me dit, et Laura lui dit, mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça, je vous l'avais dit en plus que vous alliez changer d'avis. Elle dit, on a tous les papiers. Et elle lui redit à Laura, je n'ai pas lu votre dossier et je ne dois pas le lire. Je suis pas censé prendre en compte ce genre de documents ou machin. Je suis pas là pour fouiller profondément dans la vie des gens. Ça ne me regarde pas, c'est pas à moi de faire ça, tu vois. Et là, ça fait tout drôle, tu vois. Et là, à ce moment-là, Laura commence à s'énerver. Elle dit, mais vous êtes incompétente et tout. Et la meuf lui dit, faites attention, Madame Noguera, car si vous vous énervez, je le noterai dans le dossier. Et ça ne jouera pas en votre faveur auprès de la juge. Le rapport est fait, mon avocate la reçoit et tout. Et dans le rapport, elle a rajouté comme quoi Laura avait été virulente envers elle quand elle lui a annoncé le résultat du rapport. Sauf que, au moment de l'audience, du coup, juste avant la rentrée, c'était ça, ouais, juste avant la rentrée, la juge aux affaires familiales, du coup, mon avocate reçoit un courrier de l'avocat de la partie adverse qui demande un report d'audience, du coup, en octobre ou je sais plus quand, un report d'audience et tout ça. Non, en décembre. Un report d'audience pour prolonger, du coup, une enquête sociale qui, là, sera mandatée par le ministère de la Justice. Donc, c'est la juge des enfants, parce qu'il y avait deux trucs qui étaient saisis. La juge aux affaires familiales avec l'enquête sociale et la juge des enfants que moi-même j'avais saisie. Et la juge des affaires familiales a dit, je vais attendre le rapport de la juge des enfants, qui n'a rien à voir avec la juge des affaires familiales, pour me décider. Et du coup, à cette rentrée-là, eh ben, l'audience a été reportée à la demande de la partie adverse, et au même moment, mon avocate reçoit un courrier, et je peux vous le lire, hein, maintenant, hein, il y a prescription, et de toute façon, qui va me poursuivre en justice pour le lire? Il est là. Attendez. Comment elle s'appelle mon avocate. Je reçois un courrier. Voilà. Voilà, je l'ai là le courrier, les amis. Il est sous mes yeux. Je l'ai reçu il a été fait le 12 juillet 2021. Quand on a appris que la date d'audience était reportée à la demande de la partie adverse. Et voici le courrier. Juste masquer le nom de l'avocate parce que je pense qu'elle a pas envie d'être emmerdée. Attends voir. Je regarde s'il n'y a pas. Bah si, il y a mon adresse email donc je vais peut-être pas la mettre. Hein. Ah bah non, il y a le nom de l'avocate et tout. Je viens de recevoir un courrier de Maître 11 qui m'écrit que Madame Frossard souhaite trouver un terrain d'entente avec vous dans le but
d'apaiser les tensions et de favoriser l'intérêt des enfants qui ont fait part de leur souhait de conserver une relation apaisée avec chacun de leurs parents. Ainsi, Madame Frossard souhaiterait que la résidence alternée soit maintenue selon le même roulement initialement fixé et propose donc de changer les enfants d'école dès la rentrée afin de leur éviter de faire de la route lorsqu'ils sont chez vous et pense à une école à Rambervillers afin de limiter les trajets à 20 minutes pour madame et 35 minutes pour vous-même. Je reste dans l'attente de connaître votre position sur cette proposition qui reste confidentielle à l'époque. En restant à votre disposition, je vous prie de croire, cher monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués. Voilà le courrier que j'ai reçu le 19 juillet. Et j'ai reçu ça le 19 juillet, et je lui ai répondu, Maître, bonjour, ma position sur ma demande de garde n'a pas changé depuis le début et est motivée par un seul intérêt, protéger mes enfants et leur permettre d'un avenir plus serein. Madame Frossard, depuis le début de cette procédure, n'a en aucun cas remis en cause son comportement de mère et celui de son compagnon comme beau-père. Il est même ironique de lire que Madame Frossard s'inquiète pour ses enfants compte tenu de tous les éléments qui sont en notre position et les nouveaux qui s'ajoutent chaque semaine qui tendent à prouver le contraire. Je refuse donc cet accord qui n'est pour moi qu'une énième tentative de ne pas perdre la face publiquement. Dans les deux cas de figure, Madame Frossard est perdante. Si elle obtient la garde exclusive, elle ne s'en remettra pas. Elle l'a déjà affirmé devant la juge des enfants à de nombreuses reprises et encore dernièrement au téléphone avec moi, conversation enregistrée. La garde exclusive est une tâche trop dure pour elle et c'est ce qu'elle a dit. Elle me l'a dit. Si j'obtiens la garde exclusive, elle perdra son image de maman modèle sur internet, cette image qui dicte ses comportements et ses agissements au quotidien au détriment du bien-être de ses enfants. Je ne sais pas si vous avez parcouru mon précédent email vous listant tous les nouveaux éléments qui se déroulent à son domicile lorsque mes enfants y sont, dans la mesure où je n'ai pas eu de réponse de votre part. J'ai découvert de nouvelles choses comme le fait qu'elle préparait son insolvabilité pour éviter de devoir payer une pension alimentaire en cas de perte de garde et qu'elle avait fraudé l'URSSAF à hauteur de 120 000 €. Voici le courrier. Je vais donner le courrier d'URSSAF. Elle continue d'afficher ses dérives sectaires qui impactent les enfants et ses séjours surprises à l'hôpital qu'a retrouvé inconscient par monsieur sans chaussettes. Mes enfants sont témoins de nombreuses disputes parfois violentes entre elle et lui. Les enfants de monsieur 1 sont aussi touchés par cette situation et je lui ai mis le procès-verbal de la mère des gosses de monsieur Chaussette. Je réitère mes propos, je refuse cet accord pour et uniquement pour le bien de mes enfants, bien cordialement. Et elle me dit, je prends bonne note de votre position et informe donc maître 1 de ce que vous maintenez de vos demandes. Le dernier mail que vous m'avez envoyé date du 8 avril, blabla, etc. De nombreux... Et je lui ai réécrit le 15 juillet. Ah, ça, c'était le 15 juillet. Après, c'était le 19 que j'avais... Non, c'était le 14 que j'avais répondu. Et c'était le 12 que j'avais reçu le courrier. Voilà. De nombreuses choses ont encore évolué sur la situation et cette dernière devient critique pour les enfants. Malheureusement, le suivi éducatif ordonné par la JAF ne donne rien, dans la mesure où pour l'instant, il n'y a toujours aucune suite. Concernant l'enquête sociale du juge des enfants, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe chargée de dossier qui me confirme le caractère grave du dossier contre Madame Frossard si ce que je dis se révèle vrai. Madame Frossard a fait un séjour surprise à l'hôpital il y a de nouveau 3 semaines, sans m'en avertir, laissant les enfants entre les mains de monsieur qui, je le rappelle, est sous le coup de plusieurs plaintes pour... La raison de ce séjour est que monsieur a retrouvé Madame Frossard inconsciente dans son lit vers 19 h après avoir récupéré les enfants en retard du périscolaire. Les enfants sont de plus en plus perturbés par les innombrables disputes entre leur mère et son compagnon, des valises faites en vitesse pour partir un week-end de confinement, des demandes claires de déménagement devant les enfants de la part de monsieur, parce que lui, monsieur sans chaussettes, devant les gosses, il disait « tu prends tes valises, tu prends les gosses et tu te barres ». Ma fille Libye a été surprise par en train de lui demander des choses. Madame Frossard m'a confirmé ces faits, après mon indignation de ne pas avoir été tenu au courant et a qualifié cela d'une simple bêtise qui ne nécessitait pas de me tenir informé. Cependant, la même semaine, Madame Frossard m'appelle à 2 reprises pour que je dispute Théo pour une simple bêtise à l'école. Ma fille Chloé... voilà, ça je vais pas dire... Mon fils Léo nous a confié en avoir ras-le-bol des cris et des brimades de monsieur sans chaussettes à son encontre. Mon fils Théo me demande très souvent de rester vivre chez nous, car sa maman ne s'en occupe pas et passe son temps à le disputer. J'ai récupéré Théo très malade cette semaine. Madame Frossard ne l'a pas amené chez le médecin, dit Chloé qui restait à la maison pour un rhume. Résultat, Théo a contracté une grosse bronchite qui aurait pu être évitée en consultant plus rapidement. Sans parler du suivi scolaire qui se révèle être une grosse catastrophe. Nous sommes obligés de rattraper constamment les devoirs une semaine sur 2 qui ne sont ni contrôlés ni faits chez Madame Frossard. Les enfants souffrent de ne pas savoir ce qui va se passer dans leur vie. Ils veulent être fixés, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Cette décision de maintenir la garde alternée le temps d'une enquête sociale qui ne débute même pas a de graves conséquences directes sur le bien-être des enfants. Et ensuite, j'ai renvoyé encore un mail. Je dois rajouter des nouveaux éléments. Madame Frossard a engagé une nourrice qui est venue mercredi, jeudi, vendredi, semaine dernière pour s'occuper à plein temps des enfants. Ce n'est pas un problème en soi. Mais cela montre l'incapacité de madame de s'occuper des enfants pendant les quelques jours de vacances.
Madame Frossard est partie une semaine avec les enfants dans le sud sans me donner l'adresse du logement, ce qui est contraire à la loi concernant la garde alternée. J'aurais dû être informé du lieu de résidence. Les enfants m'ont rapporté de violentes disputes entre Madame Frossard et Monsieur Sans Chaussettes, qui a conduit Madame Frossard à quitter le lieu de vacances et à rentrer plus tôt avec les enfants. Mon fils Théo m'a informé avoir reçu à nouveau des coups, des claques et des fessées par Monsieur Sans Chaussettes pendant ses vacances, car il faisait le bazar tout le matin. Madame Frossard, profitant de ces grasses matinées, n'a daigné intervenir. Je reçois ce jour la visite de l'éducateur et qui doit rendre son rapport bientôt. Voilà. Ça, c'est des échanges que j'ai avec mon avocat. Il y a prescription maintenant. Voilà, l'audience elle devait avoir le lieu le 2 décembre, elle avait été encore décalée. Et là, mon avocate m'avait contacté du coup en novembre, donc quelques semaines avant le drame, pour me demander des informations et des nouvelles. Je dis, je comptais justement vous contacter avant de recevoir votre message concernant l'affaire. Concernant l'enquête sociale ordonnée, l'équipe a changé de responsable et a donc malheureusement retardé le dossier et j'ai reçu de ce fait un courrier annonçant le dépôt de conclusion pour février 2022 au lieu de décembre 2021. Il est donc logiquement impossible que l'audience du mois de décembre puisse prendre en note de nos remarques vu que l'enquête de celle-ci n'est pas terminée. Voilà pourquoi l'audience de décembre a été reportée. J'ai eu plusieurs rendez-vous, mes enfants aussi, dans le cadre de cette enquête. Le dernier date de mercredi dernier où les 4 enfants ont rencontré la psychologue, qui est inquiète d'ailleurs. Ma compagne rencontrera le responsable de l'enquête le 1er décembre sur Saint-Dié. Mon entretien avec la juge des enfants en octobre 2021. Nous avons tous deux, Madame Frossard et moi-même, été convoqués à Épinal. C'était ça en octobre que tu disais, Marina. Ont été convoqués à Épinal par la juge des enfants. À l'occasion de ce rendez-vous, je n'ai bien entendu pas été écouté sur les gros problèmes scolaires des enfants, déménagement, etc. Par contre, j'ai eu la surprise d'entendre Madame la juge une phrase incroyable. Monsieur Zainski, en donnant la garde temporairement à Madame Frossard, vous lui faites du mal. On a tenté de me forcer à reprendre la garde alternée sans se soucier de la fatigue des trajets pour l'école, ce que j'ai refusé. Madame Frossard a dit ouvertement, et ça a été bien noté par la juge, ne pas vouloir de cette garde, après avoir été contrainte de la demander en réponse à mes démarches. Il a été aussi mis en exergue par moi-même les multiples menaces sur les réseaux sociaux de Madame Frossard. En effet, elle a annoncé sur le réseau Instagram vouloir partir avec les enfants vivre en Suisse, dès lors qu'elle obtiendrait officiellement la garde principale. Face à ces propos de la juge, Madame Frossard a simplement rétorqué que c'était une simple idée loufoque en l'air pour me faire pression et reprendre une garde alternée. Les différentes plaintes dans l'affaire de... Bon, ça je vais pas le dire. Madame Frossard fait régulièrement état sur les réseaux sociaux de sa situation familiale. Par ailleurs, elle dit publiquement ne pas être heureuse d'avoir cette garde principale et se sentir débordée comme toute maman de 4 enfants salaud. Madame Frossard s'est bien entendu de garder de le dire aux enquêteurs. En octobre 2021, Madame Frossard m'a demandé si mes parents pouvaient garder les enfants le week-end où elle devait se rendre à l'anniversaire d'une amie. Mes parents, qui selon les dires de Madame Frossard sur les réseaux sociaux, sont des personnes violentes. Finalement, ce sera Monsieur Sans Chaussettes qui gardera les enfants. Le dimanche, au retour de Madame, après une dispute violente avec Monsieur Sans Chaussettes, elle appelle ma fille Libye pour lui dire de préparer ses valises et qu'il déménage immédiatement. Une veille d'école. Leur imposant de vivre en camping encore une semaine. Les enfants m'ont fait visiter la maison, je l'ai vu de mes propres yeux, quand j'étais allé ramener les affaires. Madame Frossard s'est bien entendu gardé de le dire aux enquêteurs sociaux. En effet, Madame Frossard obtient un bail pour une maison en location Airbnb meublée et y déménage avec les enfants à quelques minutes de chez Monsieur Sans Chaussettes. La séparation est annoncée d'ailleurs publiquement quelques semaines auparavant. D'après les informations recueillies, elle a un bail de 1 an maximum et cela corrobore avec cette volonté de partir en Suisse à la fin de l'année scolaire des enfants. La séparation entre Madame Frossard et Monsieur Sans Chaussettes semblerait fictive, calculée dans la mesure où les enfants me relatent la présence de Monsieur Sans Chaussettes quasi quotidiennement à son domicile pour leur préparer à manger, etc. car Madame Frossard n'est pas en mesure de le faire. Pendant les vacances de la Toussaint, Madame Frossard confiera les enfants à une nourrice pendant 3 jours, lundi au mercredi, au domicile de Monsieur Sans Chaussettes. Pendant ce temps, elle profitera de son temps libre. Le jeudi de sa semaine de vacances, je reçois un appel de Madame Frossard, paniquée, au bord du malaise. Elle m'informe avoir une grave maladie et doivent se rendre pour une durée indéterminée à l'hôpital et me demande de récupérer les enfants et leurs affaires immédiatement. Je me suis rendu à l'heure dans son domicile, récupérer les enfants, leurs affaires ainsi que le limpin de ma grande car Madame Frossard ne savait pas le jour où elle reviendrait et elle pourrait pas le nourrir. Les enfants ont passé le reste des vacances à mon domicile jusqu'à la rentrée scolaire. Quelle ne fut pas vraiment ma grande surprise de découvrir que Madame Frossard ne s'est ni rendue à l'hôpital, ni dans un état préoccupant, car dès le lendemain, elle postait sur les réseaux sociaux le montage de ses meubles et a même l'honneur de fêter Halloween le week-end avec Monsieur Sans Chaussettes et ses propres enfants alors qu'elle devait le faire avec ses 4 enfants. Ma fille Libye était très remontée et lui en a fait la reproche par WhatsApp. Comme à son habitude, les vacances sont source de stress pour elle et elle essaie de se débarrasser des enfants en inventant des maladies ou des situations où je dois récupérer en urgence mes enfants. 3e fois en 1 an qu'elle le fait. Madame Frossard s'est bien entendu de garder de le dire aux enquêteurs sociaux.
Madame Frossard diabolise aussi notre fils Théo sur les réseaux sociaux, relatant publiquement ses bêtises en annonçant qu'il souffre de problèmes psychiatriques et auprès des écoles. En effet, elle déplore un comportement problématique et violent chez elle, comportement qu'il n'avait pas l'année passée. Elle a trouvé une solution pour rester tranquille, installer Théo dans une chambre isolée, lui installer une console et une télé. Il est constamment mis de côté et il dit ne plus vouloir vivre chez elle car elle ne l'aime pas. Concernant notre fils Léo, il souffre depuis peu de terreur nocturne suite à un événement important. En effet, mon fils Léo a entendu des voix dans sa chambre et a alerté sa maman. Elle est venue le voir avec un pendule. Je vous rappelle qu'elle soigne déjà les enfants avec ce pendule, c'est noté dans le dossier avec preuve. Après une séance de spiritisme en compagnie de mon fils Léo, Madame Frossard lui informe qu'une petite fille fantôme dort à côté de lui la nuit et qu'il s'agit d'une ancienne camarade d'une vie antérieure. Léo me parle très souvent de la mort, des fantômes me disant même mettre ma pierre tombale dans un salon. Et quand je le questionne, il me dit que c'est maman qui lit l'avenir et qui a dit que son papa allait bientôt mourir. Madame Frossard s'est bien entendu gardée de le dire aux enquêteurs sociaux. Au sujet de Libye, hormis le fait qu'elle vive en indépendance, mangeant parfois toute seule dans sa chambre, Madame Frossard a tourné 2 partenariats rémunérés en compagnie de notre fille au mois de novembre. Pourtant, Madame Frossard, après plusieurs années d'exploitation d'images de nos enfants sur YouTube, avait une révélation et avait décidé de ne plus montrer les enfants et de ne plus faire de partenariat publicitaire avec eux. Pourtant, elle en a tourné 2 le mois dernier et a touché l'argent en mettant en scène ma fille Libye sur Instagram. Les tarifs de ces partenariats rémunérés se chiffrent à plus de 1500 €. Ma fille n'a bien évidemment pas été déclarée légalement comme actrice de cette vidéo et n'a touché aucune rémunération comme le veut la loi. J'ai aussi la possibilité de communiquer avec elle car elle dispose d'un iPhone dernière génération chez sa mère. En règle générale, les enfants chez leur maman passent leur temps sur les tablettes, les écrans sans contrôle parental, malgré mes multiples interpellations à ce sujet. En effet, les enfants ont accès à tout, même ma fille de 5 ans regarde constamment TikTok. Concernant la situation scolaire, Libye est en grande difficulté à cause d'un manque de concentration et de travail à la maison. J'ai rencontré tous ses professeurs à la réunion parents-professeurs, dernière laquelle Madame Frossard s'est dit dans l'impossibilité de se rendre. Depuis septembre 2021, j'alerte Madame Frossard sur la nécessité d'aider sa fille pour sa première année de collège, préparation du sac, suivi des devoirs, cependant elle n'en tient pas rigueur. Le suivi est inexistant. À ce jour, en plus d'une moyenne catastrophique dans les matières importantes, Libye cumule plus de 35 avertissements divers. Devoirs non faits, cahiers oubliés, leçons non apprises, retard, absence injustifiée. Madame Frossard joue constamment l'étonnement quand je lui en parle. En effet, elle n'effectue aucun suivi, ne regarde même pas Pronote, les résultats de sa fille, je me connecte moi-même tous les jours. Et d'ailleurs, devant l'inspectrice, avant le drame, juste avant le drame, quand on a décidé que Théo venait vivre à la maison, elle a dit devant l'inspectrice de l'Académie nationale, mais de toute façon, c'est pas à moi de m'occuper de ça, j'en ai rien à foutre. Si elle a envie de faire échouer sa scolarité, c'est son problème, avait dit de Libye. Léo, quant à lui, commence à accumuler du retard à cause d'un manque d'énergie. Il s'endort même en classe à cause de l'histoire des fantômes car il dort très mal la nuit. Il m'informe aussi regarder la télé librement la nuit car il a très peur. Il dispose d'une TV dans sa chambre vu que c'est un logement Airbnb. Il se renferme sur lui-même de plus en plus et communique de moins en moins chez sa mère. Les devoirs ne sont bien entendu pas faits non plus et aucune leçon n'est apprise. Madame Frossard se justifie par la présence des petits à l'aide aux devoirs sans vouloir comprendre que cette aide ne remplace ni un parent ni un professeur. Ils ne sont pas dans l'obligation de faire les devoirs et doivent justifier que l'enfant travaille. Théo fait preuve d'un comportement agressif à l'école et au périscolaire, il est sous la menace d'une exclusion. Au lieu de gérer la situation, Madame Frossard l'accable et lui impute la faute. Les devoirs ne sont pas faits non plus et aucun suivi scolaire car, je cite, « J'ai 3 autres enfants à m'occuper, je sais que j'ai pas que ça à me foutre à me battre avec toi pour tes devoirs. » C'est son SMS, elle me l'a envoyé. Mon avis, comme je l'ai dit au directeur de l'école, comment les enfants peuvent-ils être sereins, reposés lorsque Madame Frossard leur impose 5 jours par semaine de 8h à 18h30 en dehors de la maison. Madame Frossard peut parfaitement récupérer les enfants à 16h30 et leur permettre de faire correctement leurs devoirs et avoir encore du temps à dépenser. Elle les a même inscrits tous les mercredis, du matin au soir au périscolaire. Les enfants n'ont aucun répit. Ils sont épuisés. Lorsque je dis cela aux enquêteurs, ils me répondent que chaque parent gère différemment. Où est donc la gestion chez Madame Frossard? Lorsque nous étions ensemble, son but était constamment de se débarrasser des enfants pour vaquer à ses occupations. Elle reproduit aujourd'hui le même schéma, là où moi je me suis remis en question. Nous sommes depuis septembre propriétaires de notre maison et pouvons accueillir sans risque de déménagement les enfants en garde principale. Des travaux sont en cours pour ajouter 2 chambres supplémentaires, après avoir dépensé 10 000 € de travaux pour refaire l'extérieur. Nous proposons une scolarité à quelques mètres de notre domicile avec un retour à la maison à 16h30 tous les jours, sans périscolaire le mercredi, mais des activités extrascolaires, un suivi éducatif et scolaire. Nous avons prévu de nous marier en juin 2022 et n'avons donc, nous, contrairement à d'autres personnes, pas de projet de nous séparer ou d'éclater une bulle familiale en construction. Lorsque nous avons les enfants le week-end, nous profitons de ces moments pour passer du temps ensemble. Repas, confection de gâteaux, ateliers, sorties, etc. Nous faisons revoir les devoirs le dimanche matin pour les jours à venir et pour la semaine. Nous révisons les leçons et essayons de rattraper les devoirs non faits chez leur maman. Théo n'a absolument pas le comportement décrié par sa mère chez nous. Même s'il reste un enfant plus turbulent que les 3 autres, il n'en demeure pas moins respectueux et loin d'être agressif, que ce soit avec moi ou ma compagne. Nous ne sommes pas une famille parfaite à la petite maison à la prairie, mais essayons de leur montrer ce que c'est une vraie bulle familiale.
En résumé, je suis toujours très attentif au suivi des enfants, je me rends à tous les rendez-vous. Je remplace même Madame Frossard pour les amener à de nombreux rendez-vous quand elle est occupée pour se faire épiler. Véridique, preuve à la pluie, même si ce n'est pas son week-end. Madame Frossard prétend être une bonne maman car elle fait un suivi orthophonique et quelques rendez-vous imposés pour l'école. La situation est donc fortement dégradée, j'ai bien peur que les enquêteurs continuent de la défendre comme ils me l'ont dit. Chaque parent agit différemment, on n'est pas là pour juger, juste savoir s'ils sont en danger. Ce que j'avais prévu se passe. C'est-à-dire Madame Frossard est incapable de gérer le quotidien en garde principale. Et pourtant nous avons bien l'impression que tout le monde s'en moque. Je pense donc que l'audience de début décembre est inutile dans la mesure où l'enquête n'est toujours pas terminée, que le 1 n'a pas rendu son rapport. Je vous laisse libre choix de rédiger une conclusion concernant tout ce que je viens de vous dire. Si vous avez besoin de preuves, j'ai encore des éléments pour appuyer mes propos, bien cordialement, Monsieur Sainski. Et là, elle m'a écrit, je vous informe que l'audience a fait l'objet d'un rejet le 30 mars à 9h. Parce que l'enquête n'était pas finie. Voilà un peu la vérité sur les échanges. Ah, ça aurait pu être repoussé encore longtemps parce que de toute façon, elle ne voulait pas avoir la garde. Donc tout son but, de toute façon, elle me l'avait dit, j'étais allé lui ramener les enfants chez elle, enfin chez Monsieur Chaussette. Et elle m'avait dit, de toute façon, même si j'obtiens la garde, on pourra toujours négocier pour reprendre la garde alternée. Elle ne voulait pas la garde principale. Et c'est terrible parce que tout le monde lui est tombé dessus pour ça, alors qu'elle a le droit de ne pas la vouloir si elle se sent pas psychologiquement ok, tu vois. Après, pour la garde en septembre, moi je l'ai déjà expliqué. Cette dame du rapport, quand elle a dit qu'elle conseillait de donner la garde à la maman, moi je me suis énervé, Laura s'est énervée et je lui ai dit, mais vous rendez pas compte de ce qui va se passer. Je lui avais dit, Madame Frossard est suicidaire, elle a dit, une mère suicidaire n'est pas une mauvaise mère. Et elle m'a dit, mais Monsieur Sazinski, si ce que vous estimez, si ce que vous dites, vous estimez que c'est vrai, pourquoi vous ne lui laissez pas la garde temporairement? Comme ça, vous verrez bien si elle arrive à gérer. Si elle n'arrive pas à gérer comme vous le dites, bah vous aurez très vite des retours et vous aurez très vite la preuve que vous aviez raison. Donc oui, j'ai décidé de lui laisser la garde temporairement pour mettre en exergue ses difficultés à gérer le quotidien. Et le truc, c'est qu'après, le jour où je lui ai dit que je lui laissais la garde et tout, je lui ai dit, de toute façon, à la rentrée, je te laisse la garde. J'ai mis des tonnes de SMS où elle me prend la tête. J'ai dit, de toute façon, je vais déposer les enfants sur le pas de ta porte, t'auras pas le choix de les avoir. C'est hors de question que j'ai la garde principale. C'est hors de question de ci, c'est hors de question de ça. T'as pas le droit de me faire ça, t'as pas le droit de ci. Je dis, mais tu la demandes, la garde, Maëva. Pourquoi tu réagis comme ça? Tu la demandes. Ouais, mais si je la demande, c'est parce que toi, tu l'as demandé. Après, les réseaux vont me tomber dessus. J'ai les SMS, j'ai tous les SMS. J'ai tous les SMS. Et je les ai assumés un week-end sur deux et tout. Après, il y a l'histoire de... Ouais, t'as pas payé de pension alimentaire. Mais mon avocate m'a dit de payer pas de pension alimentaire, vous mettez l'argent de côté, et si elle obtient la garde définitive, vous reverserez au prorata tout ce que vous deviez verser. Donc moi je dis aux enfants, est-ce que vous avez à manger? Oui, on a mangé. Libye, elle devait payer des frais de scolaire ou je sais pas quoi. J'ai fait le chèque. Quand je devais acheter des fringues pour les gosses, j'achetais les fringues. Je payais des choses, tu vois. Mais ça se disait pas sur les réseaux que les fournitures, j'ai payé 500 balles de fournitures scolaires, c'est moi qui les ai payées. Et du coup, bah, elle a eu la garde temporaire et ça se passait très mal. Après, elle a déménagé en urgence dans son autre logement, ça se passait très mal. Malgré le fait que j'avertissais tout le monde qu'il allait avoir un drame, je ne pensais pas. De toute façon, c'est pas la garde qui a conduit à ce drame, c'est d'autres choses de toute façon. Je ne pensais pas que ça allait finir comme ça, forcément. Je l'avais averti à tout le monde. Je l'avais dit aux enquêteurs, je l'avais dit aux juges des affaires familiales, je l'avais dit à mon avocate, je l'avais dit aux flics, je l'avais dit aux gendarmes, je l'avais dit à tout le monde. Je l'avais dit à tout le monde que ça allait mal finir. Le jour même, je l'ai dit que ça allait mal finir. Mais tout le monde te dit, mais non, 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 mais non. Quand je les ai laissés, on t'a pas insulté, non, parce que j'ai une communauté qui est relativement saine, en fait. Et puis il y a eu l'avortement, il y a eu le deuxième avortement aussi. Je veux dire, moi, je vais récupérer les gosses le vendredi soir, je les récupère, ils viennent à la maison. Et tout de suite, bah, tu sais, ils sont sans filtre, les gosses, hein. On ne verra plus jamais Romain. Je dis, bah, pourquoi? Je dis, bah, parce qu'il nous a fait les adieux, maman et lui, c'est fini. On le reverra plus jamais, nanani, nanana. Je dis, bah oui, c'est triste, mais espérons que votre maman trouve quelqu'un, du coup, avec qui elle s'entende, tu vois. Nous, on n'était pas là en disant, votre mère, c'est une conne, quoi. On n'a jamais eu ce genre de propos. Et du coup, on essaie de rassurer les gosses en disant, voilà, vous habitez dans une nouvelle maison, maman va se reprendre en main, ça va aller mieux, et nanani, et nanana. Et puis nous, on est là, s'il y a besoin, vous nous appelez, machin, etc., tu vois. Et le dimanche soir, j'arrive chez elle, et je vois pas quoi, je vois l'homme sans chaussettes qui est là. Les enfants rentrent, coucou maman, tout content. Oh Romain, t'es là. Oh bah qu'est-ce que tu fais là? Oh bah bla. Et là je la vois Maëva, elle est maigre, elle est blanche, elle est pas bien. Enfin tu vois qu'elle est pas bien quoi. Et là je lui dis, écoute, je dis ça va? Et elle me dit non non ça va pas et tout. Et je dis bah il se passe quoi? Et je dis enfin faut faut faire quelque chose. Je lui dis là t'es malade machin. Elle me dit non non.
Je dis après, moi je veux pas me mêler de tes histoires de couple, hein. Je dis, mais les enfants m'ont raconté ce week-end qu'ils avaient fait adieu à l'homme sans chaussettes. Je dis là, je le vois là. Je dis moi, c'est pas ton couple qui m'intéresse, c'est les enfants. Je dis les enfants ne vont pas comprendre si tous les 2 semaines c'est adieu et c'est je reviens et c'est je repars et c'est je reviens. Enfin, je dis c'est pas stable pour les enfants. Ils se posent des questions, ce qui est logique en fait, tu vois. Et puis elle me dit non, ben écoute, je vais te dire quelque chose. Tu le dis, promets-moi de pas le dire sur les réseaux à tes abonnés, etc. Je dis oui, bah dis-moi. Elle me dit bah voilà, ce week-end j'ai avorté une deuxième fois. Elle dit je voulais le garder, lui il ne voulait pas. Et je lui ai pas laissé le choix d'être avec moi parce qu'au bout d'un moment, il a aussi sa part de responsabilité. C'est normal qu'il me soutienne dans cette étape difficile. Et après, elle me raconte les détails. Elle me dit voilà, ça s'est passé comme ça, j'ai pris le médoc, machin. Oh là 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 là. J'ai dit oui, oui. Bon, après, moi je voulais pas entendre ça, mais. Et du coup, bah, les enfants, tu sais, ils sont comme ça. Ils voient quelqu'un, ils sont contents de le voir. Et puis voilà. Et, euh, et après, je lui dis, mais y a pas que ça. Je dis, t'es toute belle, t'es toute blanche et tout. J'ai dit, au bout d'un moment. Je dis arrête, et là elle commence à chialer et elle me dit de toute façon il n'y a rien qui va dans ma vie. Elle dit je me prends un contrôle fiscal, euh, de toute façon avec l'homme sans chaussettes c'est n'importe quoi, ça me fait souffrir, la garde des enfants j'arrive pas à gérer, tu le sais très bien et pourtant tu me les as donnés. Et je lui dis mais arrête là, je dis arrête là, je dis c'est bon, stop, on arrête là. Je dis tu me laisses la garde principale, tu sais que j'arrive à gérer avec Laura. J'ai en plus, elle l'a dit par SMS qu'elle était heureuse que Laura soit leur belle-mère parce qu'elle était super avec eux. Je dis arrête là, je dis c'est bon, on arrête les histoires. Je dis si tu veux, on invente un mytho sur les réseaux sociaux et tout. Elle me dit non, je peux pas. Elle dit si je te laisse les enfants, je vais passer pour quoi moi. Elle dit je vais passer pour quoi. Elle dit j'aurais tout perdu dans l'histoire, tout le monde va me tomber dessus, les gens vont m'insulter, même mes propres amis vont me tomber dessus et tout ça, alors que ils veulent que je me batte contre toi. Et après là, elle reprend un peu du poil à la benne, elle dit de toute façon tu sais pas ce qui va se passer, j'ai pris un avocat, c'est un requin, tout ce que t'as dit sur moi sur les réseaux, ça va chier, et nanani, l'avocat c'est l'homme sans chaussettes qui le connaît, il connaît aussi des gens à la gendarmerie, tu vas pas t'en sortir comme ça, elle dit je peux pas abandonner maintenant, il faut que je te fasse payer tout ce que t'as fait, machin, blabla et tout. J'ai dit, écoute, fais ce que t'as à faire. J'ai tout ce que je te dis, c'est que là, ça va pas du tout. Et au bout d'un moment, va falloir faire un choix, quoi. Je veux dire, on peut pas continuer éternellement comme ça. Ça, je l'ai pas enregistré parce que c'était spontané et tout ça. Et puis après, bah, il y a eu l'histoire où elle m'a appelé et elle m'a avoué toute sa vie, là, tout ce qui se passait, que j'ai enregistré, bien évidemment. Et puis après, bah, il y a eu le drame, quoi. Bah, c'est la vengeance. Moi, le jour où j'ai demandé Laurent en mariage, Libye était au courant. Comme je l'ai déjà dit, j'ai pris une photo. Bah, Aurélie a pris une photo de moi à genoux en demandant Laura en mariage. Je l'ai envoyée à Libye et j'ai dit Laura a dit oui. Et là, Libye, elle me dit oh, trop bien, machin et tout. Et plus de son, plus d'image. Et je vois que Libye m'a bloqué sur WhatsApp. J'appelle ma mère, je dis ouais, Libye, elle m'a bloqué, est-ce que toi tu la vois? Et ma mère me dit non, elle est bloquée aussi de mon côté. En fait, t'as plus d'image, plus rien, tu sais. Je dis mais pourquoi elle nous a bloqué, machin, je comprends pas. Et genre une semaine ou 2 semaines après, ou une semaine après, il y avait la réunion parents-prof qu'elle pouvait pas aller. J'y suis allé moi, du coup, sur sa semaine. Du coup, je suis allé au collège, j'ai récupéré Libye, on est allé faire la réunion parents-prof, et sur le retour, elle me dit, faut que je te dise quelque chose, Libye. Et je lui dis quoi? Elle dit, bah en fait, quand tu m'as envoyé la photo pour le mariage, maman était à côté de moi et elle l'a vu. Et elle a pris mon téléphone et elle m'a bloqué de ton téléphone et elle a bloqué Nini, Papy et tout ça. Et elle a pété un câble, elle a crié dans la maison, elle s'est énervée et tout. Enfin voilà, elle était pas contente du tout. Et je lui dis, mais si toi t'as envie de me débloquer, tu me débloques, elle a pas à te bloquer comme ça et tout ça, tu vois. Je dis, au bout d'un moment, qu'elle s'énerve, c'est une chose, mais voilà. Et c'était toujours comme ça, c'était toujours des réactions comme ça. Bah elle était jalouse, elle l'a dit à Libye. Hein. À Libye, elle lui a dit, hein. Elle dit, j'aurais jamais dû quitter ton père, nanani, nanana, regarde où je me retrouve aujourd'hui, je suis toute seule. Et puis même les histoires avec l'homme sans chaussettes, Libye en était témoin, elle était sa confidente, elle était devenue sa psychologue et sa confidente, et c'est Libye qui l'a dit, hein. Libye l'a dit, j'étais devenue sa psychologue. Elle me racontait tout ce qui lui se passait, elle me racontait tout ce qui lui arrivait. Moi je vais vous laisser les amis, parce que bah on parle, mais moi j'ai les enfants à les récupérer à l'école. Hein. En tout cas ça fait plaisir de parler de ça, enfin plaisir. Au moins ça permet de libérer un peu et puis d'expliquer les choses, et puis de toute façon, vous voulez faire quoi? Porter plainte contre moi encore, il a diffamé, il a calomnié, non je raconte juste mon expérience et ma vie en fait. Donc si ça plaît pas à certaines personnes, hein, voilà. Walou.
fiançailles et biens en commun. Bah, le 8 décembre, j'ai un appel téléphonique de sa part qui a été enregistré, où elle admet des violences psychologiques exercées contre elle, où elle admet qu'elle a été forcée à prendre des décisions qu'elle ne voulait pas, où elle admet qu'elle se sent abandonnée par sa famille et ses amis, où elle admet que son super fiancé a caché ses tentatives de suicide pour le bien de sa propre garde à lui. C'est elle qui le dit, c'est pas moi. Alors bon, ouais, peut-être qu'au tribunal on dira oui, mais elle a menti. Elle a menti. Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, puis c'est vrai que quelqu'un qui est en train de pleurer au téléphone, elle a menti, ouais. Donc on verra bien si un jour cet audio doit sortir au tribunal, ce que les principaux intéressés vont pouvoir dire. Parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est elle qui l'a dit de toute façon. Donc ils étaient fiancés, ils avaient un projet de bien en commun. Libye, qui est prêt à témoigner aussi, et ça elle n'arrête pas de le dire, a aussi été témoin de leurs engueulades, de ci, de ça, de leur comportement, et du fait qu'ils étaient vraiment séparés, quoi. Enfin, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, machin. Bon allez, je vous remercie d'avoir été là, je vous fais des bisous. Et bah, passez une bonne journée et tout, on se retrouve bientôt pour un nouveau live. Et oui, j'ai largement fait d'heures sup là. Je voulais aller faire de la moto à 14h, bah 14h30, bah du coup bah non. Allez, des bisous, salut et bonne journée.